Ouais, l'endométriose, c'était compliqué parce que ça m'a pas permis d'avoir un deuxième enfant, en fait. On a malgré, des tentatives de FIV, donc de procréation, assistée, les embryons, restaient pas. Donc j'ai dû faire, 8 ou 9 fausses couches en tout, avant de vraiment abandonner l'idée d'avoir un deuxième enfant. Donc ça, c'était un premier deuil et là, la ménopause, c'est quand même un deuil aussi de la maternité. Et tu as écrit ce livre alors que tu as un boulot à plein temps, une maman qui était à l'hôpital, un mari, un fils, et tu as trouvé le temps et l'énergie de faire ce livre. Comment ça se passe ? Je pense que moi, j'ai une urgence de vivre et que le fait justement d'arriver à la ménopause, ça me place dans ça, il faut que je le fasse absolument parce que je veux pas avoir de regrets dans ma vie. J'ai toujours voulu écrire, en fait. J'ai vraiment été publiée il y a 2 ans, mais c'est un truc qui me poursuivait depuis mon enfance, en fait. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Et maintenant, c'est parti alors. Bonjour Thaëlle. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer. Mais moi aussi. On s'est rencontrés sur Facebook. Oui, via Nathalie Bianco, que je salue. Que j'ai aussi interviewée il y a quelques temps, qui vit à Lyon. Je m'étais déplacée à Lyon pour aller la voir, mais là, c'est toi qui viens à Paris, chez moi, pour cette interview. Voilà, en voisine. Tu as 51 ans. Et la ménopause, pour toi, c'est très concret aujourd'hui. C'est très concret. J'avais des signes de préménopause il y a quelques années, mais qui étaient vraiment très liés à du dérèglement de cycle. Et depuis juin l'an dernier, 2023, j'ai commencé vraiment à voir un peu ce que j'appelle le bingo des signes de la ménopause, donc des bouffées de chaleur, des règles hémorragiques, des problèmes de concentration, enfin beaucoup de symptômes qui me sont tombés un peu en même temps sur le coin du nez et qui se sont combinés avec le décès de ma maman. Donc ça a été une année encore plus compliquée parce que tout était exacerbé par la douleur que je ressentais, quoi. Ouais. Voilà, mais oui, en plein dans le sujet en ce moment. Comment tu le vis ? Alors je le vis pas forcément très bien au quotidien parce que c'est plein de petits empêchements qu'il faut apprendre à apprivoiser, des choses que je m'imaginais pas, qu'il fallait prendre un vêtement de rechange, par exemple, à cause des bouffées de chaleur, tellement c'était important certaines journées. Tu veux dire que tu as un t-shirt propre dans ton sac à main ? Alors, pas en ce moment, parce que j'en ai plus. C'était l'été surtout, quoi. J'avais vraiment besoin d'un vêtement de rechange par moment, tellement j'avais des bouffées qui me prenaient, obligée de me passer carrément la tête et les cheveux sous l'eau. Je bouillais intérieurement, quoi. Donc ça, c'était vraiment très fort. Ça s'est calmé. Donc j'espère que ça reviendra pas l'été. Parce que c'est toute la joie du truc, c'est que tu sais pas, tout est par surprise, en fait. Tu peux rien prévoir, comme les règles. Finalement, il y a une continuité entre la vie de femme quand on est réglé et puis après, quand on est ménopausée. T'as plein de petites surprises qui te tombent sur le coin du nez, quoi. Aujourd'hui, tu as encore tes règles ou plus ? Alors, je les avais plus. Elle s'est revenue 3 semaines d'affilée, entre fin janvier et début février. Donc, c'était sympa aussi comme petit cadeau du type « Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé, on revient te voir ». Donc, voilà, j'essaye vraiment de laisser ça comme un flux me traverser. Donc, ça m'énerve, ça me déprime. Et j'essaye de me dire que ça passe après, quoi. Et que faut pas que je m'arrête à ça parce que sinon, je vais déprimer encore plus. J'essaye plus d'en parler et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à chercher un petit peu aussi, à me renseigner sur ce qui existait et que j'ai découvert ton podcast. J'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux pour juste libérer la parole et la mienne en particulier sur ce sujet en me disant je dois pas être la seule à vivre ça et même si mes copines sont plus jeunes ou pas ménopausées, j'avais envie d'en parler, quoi. Et comment c'est reçu ? C'est plutôt reçu avec soulagement de gens qui me disent « Ah, mais moi aussi ». Enfin, voilà, j'ai pas mal de copines qui sont dans la même tranche d'âge, donc on se partage un peu nos astuces et de la sororité autour du sujet, à se dire que
c'est plus facile de le partager en fait que de le vivre tout seul dans son coin, toute seule dans son coin. Avec mon fils qui a 23 ans et mon mari aussi, j'en parle. C'est-à-dire que depuis longtemps, quand ils vont faire les courses, ils achètent mes tampons, je leur explique quelle taille, quelle marque ils doivent prendre. Donc c'est un truc que j'ai mis en place avec eux, parce que je pense que c'est pas qu'un problème de femme, en fait, c'est aussi une question que les hommes doivent aborder. Et j'avais pas envie de vivre ça en gardant ça pour moi. Et quelque part, notamment pour mon fils, je pense que c'est important qu'il ait conscience que d'être une femme, être une mère, ça n'est pas qu'être une mère, c'est aussi être une femme, et que dans ses relations futures, il aura aussi à gérer ça avec son ami, quoi. Et comme ça, tu penses qu'il apprend de toi? Parce qu'en général, les enfants veulent pas voir cet aspect de leurs parents. Bah si, ouais, on a une relation assez ouverte sur le sujet. Alors je lui confie pas tout évidemment, mais ces sujets-là, quand je suis vraiment déprimée et que je sens que j'ai des problèmes de concentration aussi par moments qui sont vraiment arrivés avec la ménopause. Et donc je lui explique ce que je traverse pour qu'il comprenne aussi que si parfois je suis fatiguée ou énervée, c'est aussi à cause de ça. Et je pense que ça permet de mieux vivre ensemble, d'éviter certains énervements qui sont décalés par rapport à la réelle raison pour laquelle je suis fatiguée ou énervée, quoi. T'as eu des engueulades totalement déplacées où tu t'es mis à t'énerver pour un truc pas du tout normal? Avec mon fils, mais avec mon mari, ouais. Des trucs où ça se traduit plus par de la déprime que de la fatigue. Et c'est une sensation dans laquelle j'ai pas l'habitude d'être. Donc je lutte vraiment pour ça. À me dire, mais qu'est-ce que j'ai déprimé comme ça? Tu sais, un peu comme les syndromes de pré-cycle, de pré-règles. Ouais. J'ai les mêmes, en fait, avec Mais t'avais déjà eu ça, les syndromes prémenstruels pendant ta vie? Ouais. J'ai eu mes règles très jeune, j'ai eu mes règles à 11 ans. Donc oui, j'ai eu des règles fortes, des douleurs. Plus âgée, j'ai fait de l'endométriose, donc ça a été... j'ai toujours eu un rapport assez conflictuel avec mon corps. Ouais, je vois. Autour de ce sujet-là, quoi. Ouais, l'endométriose, c'était compliqué parce que ça m'a pas permis d'avoir un deuxième enfant, en fait. Malgré des tentatives de FIV, donc de procréation assistée, les embryons restaient pas. Donc j'ai dû faire 8 ou 9 fausses couches en tout. Avant de vraiment abandonner l'idée d'avoir un deuxième enfant. Donc ça, c'était un premier deuil. Et là, la ménopause, c'est quand même un deuil aussi de la maternité. Alors, ça faisait des années que je ne souhaitais plus, j'avais plus de souhait d'enfant. Tu n'avais pas de contraception ou tu avais au contraire un traitement hormonal pour soulager l'endométriose? Non, j'ai pas eu de traitement hormonal. Pour 2 raisons. La première, c'est que mon mari lui-même souffrait de stérilité. Donc en fait, les FIV, à la base, c'était aussi... parce que c'était pas possible d'en avoir naturellement avec lui. Et d'autre part, j'ai fait une embolie pulmonaire et en fait, c'est déconseillé de prendre des traitements hormonaux. Donc globalement... Ah oui, donc toi, tu vas jamais même prendre le traitement des oestrogènes, en fait. C'est même pas une question pour toi. La question se pose pas. Si je veux rester en vie, il vaut mieux pas que je joue avec ça. Donc finalement, je vis un peu ce que vivaient nos mères et nos grands-mères, à savoir une ménopause sans assistance, quoi. Alors je prends quand même des vitamines, des trucs. Qu'est-ce que tu as trouvé qui te convient un peu? Alors je serais incapable de te dire le nom des vitamines spécifiques ménopause, mais pour la concentration, je prends un complément alimentaire qui s'appelle Noutonic. Et vraiment, ce truc-là, ça me sauve des journées entières à vraiment faciliter la concentration, la capacité à réfléchir. Donc, je fais des cures régulièrement, mais ça s'arrête là en termes d'accompagnement médical, quoi. Et c'est quoi ces troubles de concentration que tu as? Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par je vais pas arriver à réfléchir à un truc sur le boulot, mon esprit va partir, je vais être dans une confusion. Je vais penser à plein de trucs en même temps. Je vais pas arriver à me concentrer en fait sur un sujet, quoi. Et je me suis renseignée vraiment sur parce que c'est un truc qui m'est arrivé vraiment pile avec les bouffées de chaleur. C'était il y a combien de temps? C'était il y a un peu moins d'1 an. Ah, tout ça est très récent pour toi. Ouais. Donc je me suis retrouvée à me dire en fait c'est probablement lié. Et donc, à aller me renseigner sur ce qui pouvait m'accompagner là-dessus sans traitement médicamenteux. Et je suis tombée là-dessus en pharmacie. Et je trouve que au moins ces petites béquilles-là, elles aident à passer un peu ce cap-là, quoi. Comment ça se passe au boulot? T'as un boulot très prenant? J'ai un boulot relativement prenant. Je suis responsable de sujets ESG, responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de projets, beaucoup de sujets. Donc je suis souvent en train de passer d'une thématique à l'autre entre les problèmes environnementaux, diversité, inclusion au sein de l'entreprise. Donc c'est assez prenant intellectuellement. Et donc j'avais vraiment besoin de me dire faut que j'arrive à trouver un palliatif et une aide pour bosser ce côté concentration, quoi.
Mais il n'y a pas d'autre impact sur le boulot. J'ai l'impression que tu t'en sors plutôt bien parce que tu sais que Ouais, en Angleterre, il y a un grand mouvement pour. Il y a même là, très récemment, une sorte de comité sur l'égalité qui a considéré que la ménopause devait être considérée comme un handicap et que ne pas accompagner les femmes dans leur ménopause au travail était considéré comme une discrimination face à un handicap. Et alors, les femmes là-bas, je raconte ça parce que ça n'a rien à voir, mais c'est drôle, se sont dit bon, c'est super, c'est une avancée, merci de nous prendre en considération, mais pitié, pas le mot disability, pas le mot handicap, non, ça nous fait trop mal, ça. ouais. On lutte pour montrer que c'est juste un passage normal de la vie. Vous mettez ce mot-là, enfin non, c'est tellement pas Ouais, juste. diminuer, bah oui, Ce c'est ça. mélange de on a besoin d'aide, on a besoin d'être comprise, mais pas à ce point. Je sais Ouais, pas ouais, comment ouais. dire. Ouais, alors ça peut être handicapant, hein. Tu vois, l'endométriose notamment, ça, tu peux vraiment être paralysé par les douleurs, etc. Mais Toi, comme t'as eu ça? T'as eu des périodes où t'étais paralysée par les douleurs? pas paralysée, mais vraiment, vraiment très, très fatiguée. Et j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail. Donc, quand je sens que ça va pas aller, ou là, durant les phases de dérèglement du cycle, où j'avais des règles vraiment hémorragiques, c'est-à-dire que même avec tampon et culotte de règles, je me retrouvais à Ensemble? devoir me changer toutes les demi-heures quasiment pour que ça passe. Bah, je me mets en télétravail et du coup, j'adapte un peu mon rythme de journée. Et j'en suis pas arrivée au point où j'aurais eu à demander à mon entreprise une adaptation, mais je pense que si j'avais eu besoin de le faire, je l'aurais fait. Je me suis occupée de ma maman quelques années avant, qui était atteinte d'Alzheimer en fait, et qui avait besoin beaucoup de présence. Enfin, moi en tout cas, j'avais envie d'être présente avec elle dans cette fin de vie. Et d'ailleurs, t'as écrit un livre qui raconte ça que j'ai lu, ouais. Ouais, La mère à côté, c'est ça, aux éditions Anne Carrière. Et là, en l'occurrence, pour l'accompagnement de ma maman, c'était un homme, hein, mon boss, et on a vraiment eu une conversation très ouverte sur le sujet. Même si c'était un homme, en fait, je pense que c'est vraiment primordial d'embarquer les hommes dans le sujet et pas de considérer que c'est un problème de femme uniquement, la ménopause, quoi. Et c'est important de porter la voix, quoi. Et de pas avoir peur du regard. Ça peut être compliqué parce que c'est assumer de vieillir, en fait, hein, de parler de la ménopause quelque part. Moi, en plus, on me donne pas mon âge, donc j'ai souvent tendance à pas l'assumer, en fait, à pas dire que j'ai 51 ans et à plutôt laisser traîner le doute sur l'âge. Donc là, le fait d'assumer aussi auprès de mes collègues qui sont plus jeunes, hommes ou femmes, le fait que je traverse cette étape-là de ma vie, ça me paraît primordial parce que c'est assumer tout simplement qui on est et affronter la peur du regard que l'autre va poser sur toi, quoi. Pour moi, la ménopause, c'était quand même un truc de bon, ça y est, c'est un truc de personnes, de femmes plus âgées, plus matures. Et même si c'est pas conscient, je pense qu'il y a quand même une peur du regard que vont porter les collègues en se disant bah oui, elle est plus vieille qu'on pense, elle est moins efficace qu'on pense. Enfin, je pense qu'il y a toutes ces peurs-là et que justement, c'est bien parce qu'il y a ces peurs-là qu'il faut vraiment passer outre et en parler, quoi. Et toi, t'y arrives? Ouais, j'y arrive, ouais. T'as J'en pas de rigole. blocage? Alors, le blocage, je le contourne par l'humour. Tu sais bien, l'humour, c'est un peu une modalité de défense. Donc, je le fais par l'humour, ouais. Je me dis, après tout, on meurt pas du ridicule, quoi. Donc, même au pire, si je passe pour quelqu'un de ridicule dont on a parlé, je m'en fiche, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie d'ouvrir la route, tu vois, et de me dire, les femmes qui sont plus jeunes que moi et avec qui j'ai la chance de travailler et qui me font pas ressentir le fait que je sois plus âgée, bah, j'ai vraiment envie d'ouvrir la porte pour elles aussi en me disant, bah, c'est parce qu'il y aura plein de femmes qui en parleront que ça deviendra un truc relativement naturel et plus un sujet qu'on associe, en plus, comme tu le disais, éventuellement à du handicap, quoi. Alors toi, vieillir, ça te va? Globalement, ouais. Je pense que je me sens mieux à 51 ans qu'à 30 ans dans ma tête, en fait. Dans mon corps, je dirais que ça a toujours été compliqué, donc finalement, ça change pas grand-chose. C'est une autre forme de complication. Le truc qui a été le plus dur à avaler, c'était vraiment de dire je serai plus jamais mère. Pour le coup, j'en ai plus envie. Et c'est tout le paradoxe, tu vois. Je peux plus être mère, je veux plus, mais j'aimerais bien pouvoir. Donc ouais, mais ouais, ce truc-là, ça a été peut-être la nostalgie des premières fois que je vivrai plus, quoi. Mais c'est pas quelque chose sur quoi je me suis longtemps attardée, quoi. J'ai plus envie de me dire, bah ok, je vieillis et en même temps, j'ai plein de choses devant moi encore à vivre, et notamment dans le cadre de l'écriture, quoi. Alors, c'est quoi ce que tu as devant toi, justement? Alors, j'ai devant moi la sortie de mon prochain livre. Je suis hyper contente, là, vraiment, je savoure le fait qu'il soit écrit et qu'il sorte, parce que c'est le fruit on va dire, un accouchement difficile, quoi. Et t'as écrit ce livre alors que tu as un boulot à plein temps, une maman qui était à l'hôpital, un mari, un fils, et t'as trouvé le temps et l'énergie de faire ce livre.
Comment ça se passe? Je pense que moi, j'ai une urgence de vivre et que le fait justement d'arriver à la ménopause, ça me place dans ça, il faut que je le fasse absolument parce que je veux pas avoir de regrets dans ma vie. J'ai toujours voulu écrire, en fait. J'ai vraiment été publiée il y a 2 ans, mais c'est un truc qui me poursuivait depuis mon enfance, en fait. Tu veux dire que tu as toujours tenu des journaux pour Ouais, toi-même en j'ai permanence? toujours Tu as écrit jamais des nouvelles. arrêté? Non, j'ai jamais arrêté. Là, vraiment, c'était ma mère qui allait pas tarder à mourir, mon propre vieillissement. Je me disais, mais fonce, quoi. C'est le moment ou jamais. Enfin bon, il est jamais trop tard. J'ai essayé d'aller contre cette idée justement que ça pouvait être trop tard, de se dire que t'as plus 30 ans, t'as même plus 40 ans, tu vas en avoir 50, 51. Et bah, c'est pas trop tard pour écrire et pour publier. Et après, bah, en fait, j'écris le soir, les vacances, les week-ends. C'est vrai que c'est des temps que je grignote un peu sur ma vie perso, quoi. Et sur ton sommeil? Ouais. Alors, j'ai la chance de pas avoir besoin de dormir beaucoup. Je dors 5-6 heures par nuit. Ouais, souvent j'écris soit tard le soir, soit tôt le matin. J'ai pas forcément besoin d'écrire très longtemps, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir une séance de 3 ou 4 heures. Mais par contre, la régularité, je pense que ça, c'est un des conseils que je donnerais à toutes les personnes qui ont envie d'écrire, et notamment aux femmes. Donc c'est tous les jours pour toi? Ouais, je me plie à ça, et même si c'est 3 lignes, hein, mais ça s'inscrit dans une habitude. Enfin, globalement, c'est un peu comme si tu allais faire une séance de sport, avoir une activité autre. La grosse différence, c'est qu'il faut t'autodiscipliner parce que je vais pas avoir de coach de sport qui va venir me dire t'es pas venu à la salle aujourd'hui, ou une copine avec qui j'irai. Donc ça demande une certaine autodiscipline, et moi je l'ai trouvé dans l'habitude. Donc le fait d'inscrire ça tous les jours dans ma vie, c'est ce qui m'a permis vraiment de prendre le pli et de plus en sortir, quoi. L'idée, c'était plutôt vraiment de mettre les tripes sur la table de ce que ça faisait à une femme de voir sa mère diminuer, mais aussi à cette femme. On a un peu tendance à estimer que la femme vieille, c'est une petite vieille, et à limiter la personne à ça. Et ma maman avait cette lutte contre ça, qui était dans de l'humour. En fait, ses moyens de défense, c'était plutôt de l'humour, mais elle n'avait pas envie d'être réduite à ce rôle de petite vieille. Donc elle continuait à regarder les hommes qui passaient dans la rue, à me faire des clins d'œil quand elle trouvait quelqu'un beau. Enfin, il y avait ce côté envie de, peut-être pas d'être dans la séduction, mais en tout cas de se dire que c'était un peu encore une midinette, en fait, dans son cœur. Je pense pas avoir masqué ça, mais plutôt avoir voulu montrer à nu ce que ça fait, en fait, dans la vie de quelqu'un, de diminuer comme ça mentalement et physiquement, quoi. Et dans ta vie à toi, ce que ça te fait à toi en tant que sa fille? Ouais. Profiter du temps présent, profiter vraiment de l'instant présent, tu vois, ne pas être en train d'avoir peur que ça diminue encore et qu'est-ce qui va encore lui tomber sur le coin du nez, parce que là, il y a eu un enchaînement de symptômes. Ouais, tu racontes cancer du sein, puis cancer des os, puis Ouais. Alzheimer, c'est ça? C'est ça, donc voilà, globalement, tu sais, c'est vraiment le bateau qui coule et comment tu arrives à sauver encore des choses jusqu'à ce que, voilà, on chante jusque, tu sais, c'est un peu l'orchestre dans le Titanic qui continue à jouer jusqu'à ce que le bateau coule. Et ben ouais, j'avais un peu cette impression-là avec ma mère, d'être vraiment dans le moment présent. Et puis l'écriture, ça a été un sas de décompression pour moi. C'est-à-dire Tu as écrit pendant que tu allais la voir? Ouais. Il y en a une partie que j'ai écrit pendant, ouais. Donc il y avait le boulot, où vraiment j'essayais d'avoir un peu une étanchéité et de pas trop penser à ça. Il y avait les moments où je la voyais. Et après, il y avait les moments d'écriture où je capturais sur le papier mes émotions, les souvenirs aussi, hein, parce que finalement, quand tu vois Alzheimer, tu te dis, mais qu'est-ce qui restera de cette femme et qu'est-ce qui restera de ma mère quand elle sera plus là? Et c'était un très beau cadeau de la vie de pouvoir publier ce premier livre avec ce sujet, parce que maintenant qu'elle est plus là, en fait, le livre, il a valeur de mémoire aussi pour moi, et aussi de témoignage, quoi. Comment l'a reçu ton fils? Mon fils, il était hyper fier, en fait. Et puis, je pense que c'était un soulagement aussi pour lui. Il avait une forme d'empathie très forte à me voir souffrir par rapport à la maladie de maman, et au fait que voilà, c'est vraiment une mort, on appelle ça une mort blanche, en fait, hein. C'est une mort à petit feu, et la personne n'est plus ce qu'elle était. On a eu de la chance, elle nous a reconnus jusqu'au bout, jusqu'aux 15 derniers jours de sa vie, quoi. Donc on n'a pas eu à souffrir du fait qu'elle ne nous reconnaissait pas. Les 6 derniers mois, c'était vraiment, elle disait oui ou non, mais elle faisait plus de phrases, quoi. Ouais. Et donc mon fils, je pense que ça l'a rassuré de voir que l'écriture m'empêchait un peu de couler, quoi, dans cette situation-là. Donc je pense qu'il avait assez peur de voir l'impact que ça avait sur moi, quoi. Mais il n'y avait pas de place pour autre chose dans ta vie ces dernières années? Non,
Il y avait pas beaucoup de place pour autre chose, ouais, c'est clair. Il y avait le boulot, ma vie de famille et ma mère, quoi. Et effectivement, j'essayais de pas trop imposer à mon fils, tu vois? Je lui demandais s'il voulait venir, lui rendre visite, mais s'il avait pas envie, je lui ai pas imposé de venir toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Enfin, j'ai vraiment, laissé faire à son rythme et de fait, naturellement, il est venu assez régulièrement, mais sans que ce soit une contrainte, trop forte pour lui, quoi. Et puis j'avais vraiment, besoin de lui transmettre à lui d'affronter, en fait. Pour moi, dans la vie, la fuite, c'est jamais une bonne solution. Ça te remonte toujours, ça te revient toujours comme un boomerang. Tu vois, si t'enfouis un sentiment, si t'enfouis une frustration ou une douleur ou une émotion, ça finit par revenir d'une autre manière, parfois complètement déplacée. Et j'aime pas trop, en fait, être dans cette énergie-là. Je préfère admettre que j'ai peur, tu vois, être vraiment transparente sur la peur ou la colère ou les sentiments que ça peut, ou les émotions que ça peut provoquer, mais malgré tout, affronter la situation, quoi. Donc je pense que ça a aidé à passer ces messages-là aussi. Et puis, ouais, il a été hyper présent. Enfin, j'ai eu la chance aussi d'avoir un mari et un fils qui ont été hyper présents, et ma sœur aussi, qui habite pas à Paris, mais qui était beaucoup là. Donc, il y avait une forme de cocon autour de ma mère. J'étais pas seule à vivre ces moments-là, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris pour toi-même, pour ton propre vieillissement? Ça m'a confirmé 2 choses. La première, c'est de profiter de la vie, hein, tant qu'elle est là, parce que c'est un truc que me disait beaucoup ma mère quand elle était encore, valide, et capable d'avoir des conversations de ce type-là. Elle me disait: «Profite de la vie, ça passe très vite. C'est faire ce que tu as envie de faire dans la vie, quoi». C'est, pas avoir peur d'affronter des choses, parce que l'écriture, j'ai mis beaucoup de temps à affronter d'aller, voir un éditeur et de potentiellement être confrontée à un refus, quoi. Donc je pense que cette peur-là m'a empêchée pendant très longtemps d'aller plus loin que d'écrire dans des carnets, pour moi-même, quoi. Une fois que tu te lances, en fait, tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça, quoi. Et que si on te dit non, j'ai plusieurs éditeurs qui m'ont refusé, pas beaucoup, mais j'ai eu la chance de trouver la maison d'édition rapidement, mais néanmoins, j'ai quand même essuyé quelques refus et voilà, ça fait partie du processus de la vie, quoi. Mais ça se traduit pas que dans l'écriture, ça se traduit aussi dans profiter des amis, enfin, tu vois, la présence. Alors, je pense que mon changement de poste, il est pas non plus anodin. Tu vois, me réorienter vers des sujets qui ont lié à l'environnement, à la diversité, l'inclusion, c'est donner beaucoup de sens à ce que je fais au quotidien, avoir l'impression de faire bouger un peu, alors pas la société parce que ce serait un grand mot, mais en tout cas dans le cercle proche de mes collègues et de mon travail et de ma famille et de mes amis, incarner ça aussi, quoi. Et tu disais 2 choses et je crois qu'on a fait que la première. Ouais, c'est profiter de la vie. Je sais pas comment j'aborderai, les empêchements qui vont m'arriver, quand je serai plus âgée. J'avoue que ça me paraît encore un peu loin là, tu vois, entre, la retraite et la fin de vie et là, mais essayer de réfléchir aussi à comment je peux anticiper ça. Je me pose pas mal la question sur la fin de vie assistée, par exemple, tu vois? C'est vraiment un sujet, je pense pas que moi j'aurais envie de choisir ça, de mettre fin à mes jours et de décider de partir volontairement comme le font certaines personnes. Mais je pense que c'est un sujet dont il faut qu'on se saisisse en France notamment, et sous le prisme aussi de, il y a probablement des personnes qui ont envie de partir parce que leur qualité de fin de vie est pourrie et financièrement c'est pas possible d'être dans une situation suffisamment confortable pour bien le vivre. Donc il y a vraiment ce sujet avant de s'occuper de la loi sur la fin de vie autorisée, du suicide assisté, et comment on accompagne les personnes âgées en fait dans leur fin de vie. Alors toi, ta vie perso, on peut revenir sur ta vie avec notamment ton mari. Ouais. C'est quoi les symptômes de la ménopause dans le couple? Les symptômes de la ménopause dans le couple, bah alors, les tout débuts de ménopause, ça s'est traduit par, les règles tout le temps. Donc ça a quand même C'est un un peu... impact sur l'intimité, qui est pas glop, hein, mais bah, là encore, en fait, j'essaye d'en parler, quoi. D'expliquer que c'est compliqué en étant si mal dans ton corps d'avoir du désir, hein, faut pas se voiler la face. Je pense que toutes les femmes vivent pas ça, mais en tout cas moi c'est très marqué. J'ai pas du tout, enfin, je veux dire, quand je suis avec mes bouffées de chaleur, que je me sens terriblement moche et qu'en plus j'ai mes règles, ça n'aide pas du tout à aller faire un câlin le soir. Donc Tu là dis que tu encore, te sens c'est du moche dialogue. parce que t'es magnifique.
Eh ben, merci, mais ouais, je pense qu'il y a des moments où je me sens moche parce que, tu vois, j'ai à bouffer de chaleur, donc je suis, rouge comme une tomate, je suis gonflée, enfin, ouais, c'est quand même, Ton corps a changé? T'as pris du poids ou pas? non, j'ai pas pris de poids, j'en avais pris avant, j'ai pas une hygiène de vie hyper saine, mais non, j'ai pas pris de poids, j'ai pas pris de poids. Non, mais c'est plus, tu vois, le côté déprime qui se traduit chez moi par une dévalorisation, y compris de mon apparence physique, quoi. Puis après, j'essaye de m'en foutre un peu, en fait. Tu vois, je bascule de: «Oh là là, ça va pas du tout», en fait, finalement, c'est pas si grave que ça, quoi. Mais cette absence de désir, est-ce qu'elle t'impacte? Est-ce que tu dis: «Oh, c'est trop dommage, je passe à côté de quelque chose»? Ou est-ce que, je me dis: «Vis-à-vis de mon mari, ça peut pas durer éternellement, il faut que ça se rééquilibre»? Alors c'est pas constant, donc j'essaye plutôt de donner des signaux Quand ça va bien? quand ça va bien. Ouais. Mais ouais, aussi de me sentir libre, de lui dire que ouais, il y a des périodes où j'ai vraiment pas envie et que je pense que c'est important aussi d'expliquer, que ça c'est pas lié, à son comportement à lui ou à un manque de désir, Il l'a pris pour lui? non, pas du tout. Non. Mais ça pourrait être un risque, en fait, qu'il le fasse, quoi. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc forcément, tu vois, le désir, c'est pas évident, hein, sur le long terme, je trouve, à entretenir dans le couple. Déjà, j'arrive pas à faire d'efforts quand j'ai pas envie, donc j'essaye plutôt d'exprimer, pourquoi j'ai pas envie et que c'est pas lié, à lui, c'est vraiment moi, mon état. Et puis après, de trouver des moments aussi d'intimité. Alors, l'avantage quand même, c'est que quand tu n'as plus d'enfants en bas âge et que bah, ma maman n'étant plus là, on a aussi par contre beaucoup de temps tous les deux, quoi. Tu peux transformer des moments de sexe en moments de tendresse, en moments d'intimité aussi. Ça n'a pas forcément besoin d'être toujours un aboutissement, que ce soit le rapport sexuel, en fait, l'aboutissement de la vie de couple, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je navigue dans cette situation, quoi. Et tu as écrit pendant ce temps-là un livre sur la passion amoureuse. Ouais. Tu t'es amusée à écrire une sorte de passion amoureuse. Ouais. Alors, c'est un hasard complet, hein, parce que j'avais commencé à écrire le livre avant que la ménopause arrive, quoi. Il y a eu des passages où vraiment j'avais du mal à me mettre dans le bouquin. Et peut-être que c'est aussi parce que le sujet était éloigné, très éloigné de ce que je vivais à ce moment-là, quoi. Dans le côté, quand tu réécris la rencontre dans la passion amoureuse, à un moment donné, je réécris la rencontre. Mais je crois que ça va au-delà de la ménopause. C'est-à-dire que tu réécris des moments que tu sais que tu ne vivras plus. C'est les moments de rencontre avec quelqu'un. Si ça devait arriver, je serais ravie, mais je suis plutôt dans une relation de couple longue à me projeter avec la même personne jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Pourquoi te retrouver à écrire ces choses-là? C'est pour les revivre? Non, c'était pas pour les revivre, c'était, je voulais, traiter le sujet sous l'angle, ça a un prix en fait, de vivre une passion amoureuse et j'avais envie d'écrire sur ça. Plutôt, ouais, sur le fait du prix que ça peut te coûter dans la vie, de prendre certaines décisions dans des relations. Alors ça a rien à voir avec la relation de mon mari, hein. C'est, pour le coup grandement de la fiction. Je trouvais que c'était intéressant de traiter des choix que tu fais dans la vie et des renoncements que ça peut comporter, qu'il peut y avoir forcément associé à ça. Et que bah, la passion, certes, ça apporte plein de choses, mais ça en enlève beaucoup aussi. Enfin voilà, j'avais envie d'explorer un peu cette thématique-là. Tu vas chercher dans tes propres souvenirs pour essayer de revivre ce que c'est que ces débuts amoureux? Tu te replonges dans ton passé dans ces moments-là? Ouais, ça m'est arrivé, mais pas uniquement, parce que en fait, il y a le fantôme de Gustave Courbet aussi. Je suis allée aussi un peu imaginer ce qu'il aurait pensé. Il n'a pas eu une vie sentimentale très calme. Il a eu une vie assez mouvementée. Enfin bon, voilà, comme beaucoup de peintres, on va dire. Mais donc dans le livre, je traite l'emprise de l'homme sur la femme, mais bon, ça pourrait être dans un autre sens. Hein, mais j'avais vraiment envie d'exprimer des choses autour de ce sujet-là. C'est quoi les autres sujets qui t'habitent aujourd'hui? Les autres sujets qui m'habitent aujourd'hui, le prochain bouquin, j'ai envie d'explorer des recherches spirituelles, on va dire. Donc c'est encore un peu tôt pour en parler, mais dans Saturation, là, dans celui qui va sortir en avril, c'est le fantôme de Gustave Courbet qui est présent. Et j'ai vraiment envie d'aller explorer les sujets des cycles de vie, de la réincarnation, des choses comme ça. Donc un peu plus ancré sur du spirituel. Et je pense que c'est lié aussi au fait que ma maman est décédée et que son fantôme est avec moi et m'accompagne. Et que ça pose la question est-ce qu'il y a une vie après la mort, quoi. Et quel lien tu peux encore avoir avec ta maman? Alors, c'est des liens très personnels, je lui parle. Je lui parle dans ma tête, en fait. Un peu comme si je l'aurais appelé ou je lui aurais raconté
ma journée ou des événements de ma vie, quoi. Je suis pas persuadée qu'elle me réponde ou que ce soit moi qui fasse cette démarche intellectuelle, mais en tout cas, elle m'accompagne, quoi. Elle est présente dans ma vie. Et il y a pas mal de choses que je fais en pensant à elle, quoi, en me disant j'aurais bien aimé partager avec elle la sortie du 2e livre. Enfin voilà, une espèce de continuité en fait de sa présence dans ma vie, quoi. Ta sœur, c'est pareil? Alors ma sœur, elle a une autre manière d'aborder le sujet, mais on en parle beaucoup en fait. On évoque beaucoup les souvenirs de notre mère. Et ça, c'est chouette parce que tu vois, je trouve que ça serait dur de plus parler. Moi, j'ai vécu dans ma famille, il y a eu des décès, notamment d'un de mes cousins, et ça s'est traduit par il n'existait plus en fait. On a arrêté de parler de lui à partir du moment où il est décédé. Parce que c'était trop douloureux pour sa maman? Ouais, je pense, ouais, pour ses parents. Moi, j'étais petite quand il est décédé, donc je sais pas trop comment ça s'est installé, mais en tout cas, ça s'est installé comme ça. Je trouve qu'il y a rien de pire, cette 2e mort, quoi. Donc avec ma sœur, on évoque beaucoup des souvenirs très drôles de ma mère qui était un peu, parfois malgré elle, mais pleine d'humour. Et ouais, moi, ça m'aide aussi à passer. Ça fait 1 an qu'elle est décédée, ça m'aide aussi à retrouver de la joie et à pas être uniquement dans la peine de sa disparition, quoi. C'est difficile encore de parler d'elle, hein. Ouais, 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 c'est prégnant en fait parce que je m'attendais pas à souffrir autant. En fait, vraiment la dernière année de sa vie, c'était devenu une petite fille pour moi, et donc j'ai fait le deuil de ma mère, mais aussi de la petite fille, et c'est un truc auquel je m'attendais pas. J'avais pas anticipé cette double peine, donc ouais, ça a été c'est un long chemin, quoi, d'apprivoiser l'absence et de pas avoir de regrets parce qu'on aurait été avec elle vraiment jusqu'au bout, quoi. Et ton papa, c'est pas du tout ça? Alors mon père, non, c'est très différent parce que quand mon père est décédé, mes parents, c'était vraiment mon père qui gérait les comptes bancaires, enfin toute la partie administrative, et cetera. Donc quand mon père est décédé, on a dû beaucoup s'occuper de ma mère pour l'aider à s'organiser. Donc on était dans une espèce d'action, mais typiquement avec ma mère, on parlait de mon père en rigolant, quoi, assez rapidement. En se rappelant des souvenirs qui nous avaient fait rire. Il nous a accompagnés tout le temps, donc je pense que ça s'est passé différemment. Là, j'ai plus aucun de mes 2 parents, donc c'est pas tout à fait la même émotion pour moi, quoi. Et puis ouais, je pense que j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère, et très proche avec mon père aussi, hein, mais c'est arrivé plus tard. C'est-à-dire je m'entendais pas du tout avec mon père quand j'étais petite, et c'est venu plutôt à l'âge adulte. Ouais, c'est pas le même deuil en fait, hein, c'en est un, hein, mais j'ai eu l'impression de le vivre plus facilement. Mais parce que je pense que j'étais aussi dans le mouvement. En fait, quand ma mère est décédée, je suis passée de je vais la voir quasiment tous les jours à je ne la vois plus, elle n'est plus dans ma vie, quoi. Donc ce vide-là, il est abyssal, quoi. Quand mon père est décédé, il y avait ma mère, il y avait plein d'autres choses à faire, donc quelque part, ça m'a peut-être un peu empêchée de trop y penser, quoi. Là, tu te retrouves du jour au lendemain avec le vide. Et ça, c'était, je pense, le truc le plus dur pour moi, quoi. Et tu le remplis surtout avec de l'écriture? Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. C'est vrai que tu rééquilibres pas avec plus de sport et plus de copines? C'est vraiment l'écriture qui prend toute la place? J'ai jamais arrêté de voir des copines, j'ai plutôt une vie sociale bien remplie, donc ouais, l'an dernier, j'ai quand même, je suis rentrée dans ma grotte. Je sais que, ouais, il y a des copines qui m'ont dit, c'est dur de pas se voir, enfin, tu vois, qui exprimaient aussi un manque, hein, mais je savais pas trop faire autrement, quoi. Là, ça fait quelques semaines que je reprends un peu plus de contact avec mes amis, mais oui, principalement l'écriture, c'est ce qui m'a accompagnée toutes ces dernières années, quoi. Et c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, oui, à 30 ans, à 40 ans, tu souffrais peut-être du syndrome de l'imposteur. C'est moi écrire, moi aller voir un éditeur, non, jamais. Mmh. Et là, maintenant, c'est possible. Ouais, alors qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est intéressant aussi comme question. Bah, je pense qu'avec l'âge, tu t'apprends quand même à te dire qu'il y a des choses moins graves, quoi. Enfin, tu as quand même vécu beaucoup de choses, et ouais, je crois que j'ai appris à relativiser. Et du coup, en relativisant, je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? Alors, j'ai la mère d'une amie qui dit le non, N-O-N, tu l'as déjà. Et donc, tout ce que tu risques, c'est éventuellement un oui. Et je trouve que c'est tu vois, une belle façon de voir les choses, quoi, d'oser, en fait,
oser aller de l'avant, oser faire des choses, parler. C'était pas naturel non plus pour le premier livre. Je pense que j'étais assez timide dans ma façon de présenter l'écriture, même de m'assumer en tant qu'auteur. Et je me souviens les premières fois au boulot que les gens me disaient: «Ah mais t'écris, c'est génial, Enfin, tu vois, j'osais même pas en parler alors que là, tous mes collègues savent que le livre sort. J'ai une autre manière de présenter les choses. Je crois que j'avais un truc à gérer aussi avec, ça va être prétentieux si je me mets en avant alors que, bah, le livre il existe, mais tu vois une sorte de ouais, d'impression, que je vais me mettre trop, je vais paraître trop orgueilleuse, je vais me mettre trop en avant si je parle de ça, quoi. Et donc ça, j'apprends à le dompter, avec le deuxième, quoi. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'adore l'écriture aussi. Je l'ai totalement fait disparaître de ma vie quand les enfants sont arrivés, parce que j'avais l'impression que c'était l'écriture ou la vie, dans le sens, l'écriture me privait de vivre chaque instant présent. Ouais. Et maintenant, là, j'y reviens. Là, je me dis que je l'ai laissé éloigner trop longtemps, donc je remets en place des process d'écriture, des routines. Ouais, bah, ça te rattrape en fait finalement, quoi. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que quand les enfants sont petits, tu quand même un temps, enfin je veux dire, normalement tu les as voulus, donc tu as un temps, précieux avec eux. Mais moi comme j'étais pas avec mon fils tout le temps quand il était petit, du fait de la séparation avec son père, ça m'a aussi laissé des temps et je me suis rendu compte il souffrait pas du temps que je ne lui consacrais pas. Je pense vraiment que pour les enfants, c'est aussi un exemple de parents, de ne pas être que père ou que mère, et d'avoir une vie à part entière de femme adulte et d'homme adulte, quoi. Ça me paraît être un bon modèle à leur donner aussi, quoi. Mais il y a forcément, enfin, quand ils sont tout petits, ils peuvent pas comprendre ça. Mais je pense que rapidement, enfin, moi, je sais que mon fils faisait de la musique quand il avait 5-6 ans et par moments, j'avais personne pour me le garder, quand j'allais en répétition. Bah, je l'emmenais avec moi. Donc je suis certainement passée pour la mère indigne, quoi. Mais je l'emmenais avec moi, voilà, et c'était le vendredi soir, il se couchait à minuit, ce qui était trop tard pour un gamin de 6-7 ans ou 5-6 ans, je sais plus, mais il a pas été traumatisé, quoi. Et moi, je trouve qu'effectivement, la ménopause, elle permet cette période de création. Et les hormones, les montées hormonales, le dérèglement, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça et ça m'avait vraiment marqué, qui disait: mais en fait, remercie tes hormones, elles vont t'aider à dire non à tout ce qui t'empêche d'aller vers ta créativité. Ah ouais, c'est lié, ouais. Moi, j'avais pas fait le lien forcément avec les hormones, mais en tout cas, ouais, c'est sûr que, apprendre à dire non, c'est un sujet, je pense, très, très féminin. Moi, je me suis beaucoup inspirée, d'hommes autour de moi pour me dire: «Il faut que tu fasses le copycat». Que tu fasses comme eux, quoi. Ils disent non et en fait, ils sont pas en train de dégrader leur image d'eux-mêmes en faisant ça. On n'est pas élevé comme ça en tant que femme. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas été élevée comme ça. Je vais pas parler au nom de toutes les femmes, mais quand même, on nous apprend à être obéissante, à être bien sage, et moi, déjà petite, je luttais contre ça. Néanmoins, il y a rien à faire. Il y a quand même des trucs que je voyais, que les garçons s'autorisaient à faire que moi, je m'autorisais pas dans mon rôle de fille, quoi. Et effectivement, à la ménopause, tu es un peu moins, dans ce rôle de femme, à devoir répondre au fait d'être, dans un rôle de séduction, et tu t'en libères et je pense que ça fait du bien aussi de s'ouvrir ça et j'aimerais bien, tu vois, qu'à travers, ce qu'on est en train de se dire, ça inspire des femmes plus jeunes à se dire: «Attends pas la ménopause non plus, tu peux le faire avant, quoi». C'est clairement, le bon moment, c'est maintenant, c'est quel que soit ton âge, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Écoute, non, c'était un vrai plaisir et merci parce que tes questions m'ont éclairée sur, plein de choses auxquelles j'avais pas pensé. C'était C'est un vrai vrai? plaisir. Ouais, merci infiniment. Merci Tel. Merci Aude. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.